ici dans la demeure Gainville pour l'exposition sur la guerre de 14. On va vous la montrer. Voilà. Visite guidée au sein de l'espace Gainville. Nous arrivons devant une première affiche. Édouard, un Aulnésien dans les tranchées. Édouard Bleuty. Alors, Gaston Tac, un Belge dans la Grande Guerre, et Abdelkader Chouitier, un Algérien dans la Grande Guerre. Alors, il faut se rappeler que l'Algérie était un territoire français à cette époque. Oui. Donc, colonie française depuis 1830, me semble-t-il. Et il y avait beaucoup d'effectifs marocains, algériens, sénégalais dans les tranchées pour combattre les empires centraux. Attends, c'est plus que moi là-dessus. Donc c'est une partie d'histoire. Le petit journal là-haut. Le petit journal. Alors le petit journal était on va dire supplément illustré, 15 centimes à l'époque. C'était un outil de propagande de la Troisième République, puisque c'était c'était très germanophobe, le petit journal. Donc voilà. Deuxième affiche, nous avons un Aulnésien encore dans la Grande Guerre qui est devenu un pêcheur pacifiste. Monsieur Édouard Bleuty est mort à l'âge de 70 ans, en 1965, d'un infarctus. Donc il s'est installé en Aulnay-sous-Bois avec son épouse, etc., etc. Et il a fini, on va dire tranquillement, même s'il n'a pas pu combattre lors de la Seconde Guerre mondiale, puisque la France a été rapidement battue. Nous avons au-dessus une affiche qui est bien connue, qui se trouve aux clairières de Retombe, dans l'Oise. Voilà. C'est la signature de l'armistice, en fait. Armistice. Une armistice qui a été ensuite validée par le traité de Versailles. À gauche, la délégation allemande, au centre, la délégation britannique, et à droite, le généralisme Foch et le général Wiggand. Alors l'armistice, c'est la démobilisation. Donc du 11 novembre jusqu'au 15 septembre 1919. Donc il faut s'imaginer que 15 septembre 19. Il faut s'imaginer que ces personnes qui se sont battues pendant des années dans les tranchées ont dû apprendre à revivre une vie entre guillemets normale dans leurs anciens métiers ou dans un nouveau métier. Et pour certains, ce fut un traumatisme tellement grand qu'ils n'ont jamais pu récupérer. Et que ce soit d'ailleurs les Français ou les Allemands, ce n'est pas que les Français. Oui, c'est vrai. Sachant que le traumatisme allemand était bien plus important puisque eux ont perdu. C'est vrai. Nous avons en dessous une vitrine avec différents objets. Des photos, cahiers. Alors là, on voit un petit peu le cheminement de la défaite des empires centraux. Donc 29 septembre 1918, armistice avec la Bulgarie. 30 octobre 1918, armistice avec l'Empire ottoman. Anciennement, c'est devenu la Turquie. Et armistice avec la Autriche-Hongrie, donc le 3 novembre. Et le 11 novembre 1918, armistice avec l'Allemagne, cessation des combats à 11h. Et le traité de Versailles qui fut, je dirais, un diktat pour les Allemands et qui a en quelque sorte engendré deux décennies plus tard la tragédie de la Seconde Guerre mondiale. Donc ici, le défilé de la victoire sur les Champs-Élysées. Citation à l'ordre de la division numéro 86. Et ici, un journal de bord, je pense. Oui, ça a l'air de ressembler à ça. C'est prêté par la famille Bleuty-Bunisset. Il faut savoir que la ville de Aulnay-sous-Bois n'était pas sur la ligne de front. Ceci étant, elle était assez proche, parce que la ligne de front devait se trouver un peu au-delà de Tremblay. Et donc Aulnay-sous-Bois a été une base arrière de l'armée française et ensuite un centre médical pour les soldats qui ont été blessés. Tout à fait. Alors là, on a une part sur l'initiation à la ville des tranchées en Champagne, avril-mai 1915. Donc la Champagne a été un théâtre de bataille sanglant, et aussi bien du côté allemand que du côté français. Alors il faut savoir que les tranchées ne sont pas apparues tout de suite lors du déclenchement du conflit, parce que l'Allemagne, avec le plan Schlieffen,
a initialement envahi la Belgique pour essayer de contourner les défenses françaises via le Pas-de-Calais pour prendre Paris à revers. Bon, le plan Schlieffen a été quelque peu modifié et ce fut une très grande erreur stratégique de l'Allemagne, puisque le général Moltke allemand avait décidé de tenter d'encercler les armées françaises via la Champagne. Et mal lui en a pris, puisque si les armées allemandes avaient poursuivi leur progression dans le Pas-de-Calais et occupé Calais, Boulogne, etc., ça aurait permis à l'armée allemande de couper les voies d'approvisionnement via l'Angleterre et aurait pu attaquer Paris via le nord sur de meilleures conditions. Donc il faut savoir que la défaite allemande, la modification du plan Moltke, du plan Schlieffen par Moltke, a été l'une des clés de la défaite de l'armée allemande en 1914. Alors ici, avril 1915, pour les tranchées. Alors les tranchées, comment elles sont apparues? Il faut savoir que lorsque les Allemands ont envahi la Belgique, puis ont essayé de prendre en revers l'armée française, c'était une guerre de mouvement. Donc c'était une guerre, on va dire, classique, un peu comme la guerre de 1870, sur laquelle on avait été battu par cette même Allemagne. Le souci, c'est que lorsque les Français ont contre-attaqué et quand les Allemands se sont repliés un peu plus loin, donc en Champagne et en Picardie, ce sont eux qui se sont fortifiés. Et quand les Français ont tenté de prendre d'assaut ces lignes, les Français n'ont pas réussi. Donc les Français se sont mis également à construire des tranchées. Et c'est d'une guerre de mouvement, on est passé à une guerre de position. Donc là, on parle de la mobilisation, l'incorporation 1914. Alors, elle fut pas. Alors, faut savoir qu'il y a eu quelques récalcitrants forcément à la mobilisation des Français, 2 à 3%. Il faut savoir qu'il y avait des pacifistes. Il y avait Jean Jaurès faisait partie de ceux qui ne voulaient pas faire la guerre à l'Allemagne. Mais bon, en règle générale, la mobilisation, il y a eu ce qu'on appelle un front uni derrière le gouvernement français pour essayer d'enrayer l'avancée de l'armée allemande. Donc là, on voit un petit peu le cheminement. Donc, faut se rappeler que la première, ce n'est pas en France que la première guerre. On est un peu trop nombriliste. Ce n'est pas en France que la Première Guerre mondiale a commencé. C'est en Serbie. Ouais. Donc de mémoire, ça doit être le 28 ou 29 juillet 1914. Lorsque les Autrichiens ont attaqué la Serbie, les Russes ont déclaré la guerre à l'Autriche-Hongrie. Et quand les Russes ont déclaré la guerre à l'Autriche-Hongrie, l'Allemagne a déclaré la guerre à la Russie. À cause du fait que l'Allemagne a déclaré la guerre à la Russie, du fait des alliances, la France a déclaré la guerre à l'Allemagne, si je me souviens bien. Et quand l'Allemagne a attaqué la France par la Belgique, qui était un pays neutre, l'Angleterre, le Royaume-Uni, a déclaré la guerre à l'Allemagne. C'est vrai. Mais là, c'est en Serbie, dans les Balkans, que la Première Guerre mondiale a commencé. Et là, donc, on voit le cheminement en France. On est toujours un peu nombriliste normal, on est en France. Oui. Donc, bataille des frontières, 16-23 août. Notamment, alors il y a eu deux cas, via la Belgique, mais aussi l'Alsace-Lorraine qui était à cette époque allemande. Il y avait une tentative d'attaque des Français en direction de Strasbourg et de Metz, offensive qui a échoué. Les Allemands ont contre-attaqué, sont allés jusqu'à Nancy et ont menacé Verdun avant de se replier, etc. Donc la course à la mer, qu'est-ce que c'est? La course à la mer, c'est lorsque les Allemands n'ont pas réussi à prendre Paris et l'armée française à revers, ils ont tenté, comme c'était initialement prévu par le plan Schlieffen, de couper les accès au ravitaillement du Royaume-Uni en essayant d'occuper Calais, Anvers, etc., etc. Et ils n'ont pas réussi. La course à la mer, les Belges et les Français et les Anglais aussi ont résisté entre septembre et décembre à l'avancée des armées allemandes. Et une chose très importante, les Belges, pour enrayer l'avancée allemande, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont détruit les barrages, ils ont inondé tout. Comme ça, les Allemands ne pouvaient plus progresser. Et ça, c'est un fait réel.
Après, on regarde la Turquie aux côtés de l'Empire central, 29 octobre, ben, c'est vrai. Il faut savoir que la déclaration de guerre s'est passée par un bombardement de la Crimée par les forces turques ou ottomanes sur l'Empire russe. Et c'est de là que la Turquie est entrée en guerre, etc. Donc, bataille de Champagne que tout le monde connaît, et la trêve de Noël, avec des fraternisations entre les armées dites ennemies. Donc là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc Édouard Bloti, né le 5 juin 1895 à Paris. Voilà, ici. Donc là, on a le cheminement de ce qu'on appelle les alliances et de ce qui a conduit à la catastrophe européenne. Avec donc la mobilisation générale en France. Le 3 août, l'Allemagne déclare la guerre à la France envahit la Belgique, l'Angleterre déclare la guerre à l'Allemagne, etc., etc. Et là, on a donc une carte de ce qu'était l'Europe en 1914. Donc vous voyez un peu l'Allemagne, elle était bien plus grande qu'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui l'Allemagne veut faire 380 000 km². Elle en faisait 540 000 avant la Première Guerre mondiale. Oui. Donc toutes les terres à l'est de l'Oder et de la Nesse ont été données soit à la Russie, soit à la Pologne, et la partie Alsace-Lorraine a été restituée à la France. Voilà. Donc là, voilà à quoi ressemblait l'Europe, donc l'Empire d'Autriche-Hongrie qui n'existe plus aujourd'hui, puisqu'elle a été partagée par la République tchèque, la Slovaquie, par des parties annexées par la Roumanie. Il y a également la Yougoslavie qui a ensuite été éclatée, etc., etc. Bref. Donc si on regarde déjà l'Europe en 1914, et la transformation de l'Europe entre 1918 et 1923, eh bien on voit que l'Allemagne a perdu pas mal de territoires, que l'Autriche-Hongrie a éclaté, La Tchécoslovaquie, l'Autriche-Hongrie, oui. Et qu'il y a eu pas mal de pays qui ont été créés. Alors il faut savoir que l'Alliance avait dit que l'Autriche-Hongrie devait éclater parce que c'était un pays multiconfessionnel et multiethnique. Il faut savoir qu'à l'exception de l'Hongrie et de l'Autriche, tous les pays créés sur les restes de l'Autriche-Hongrie, c'était également des pays pluriethniques finalement. Tchécoslovaquie, Tchèque, il y avait des Tchèques, des Allemands, des Slovaques, Yougoslavie, des Croates, des Serbes, etc., etc. Nous avons aussi l'ordre de mobilisation générale. Voilà, par décret du président de la République. Ce qui a été d'ailleurs célébré à Aulnay cette année pour commémorer le centenaire de cette mobilisation. Nous enchaînons sur la suite de la visite. Alors les bilans de la guerre, très intéressant. Donc on voit les pertes, donc à peu près 1 400 000 morts côté français, près de plus d'1 900 000 morts côté allemand, plus d'1 500 000 côté Autriche-Hongrie, et également donc l'Italie 750 000 morts, etc., etc. Donc là, il y a un bilan par période, par guerre, par bataille, par classe, etc., etc. Et avec la guerre maritime, la guerre à outrance, les derniers combats, les 100 jours, 100 jours. 8 août, 11 novembre 1918. Donc il faut savoir qu'à partir de 1915 a été utilisé le gaz, notamment à Ypres, par les forces allemandes, sachant que le gaz avait déjà été testé en Russie, mais sans trop d'efficacité. Et donc les chars ont commencé à voir leur apparition en 1916. Mais ils étaient très lents, donc il était pas facile, mais en tout cas il était possible de les contourner. Alors, l'arrivée des troupes américaines était 1818, ça a été un peu l'élément clé de la victoire fulgurante des forces alliées. Il faut savoir qu'en 1917, octobre, par le fait de la révolution bolchevique, les Russes avaient capitulé face à l'Allemagne et aux empires centraux en général, que l'Allemagne était en mars 1918 en position de force du fait d'un surnombre grâce aux soldats déplacés du front russe
jusqu'au front français, et qu'avec l'arrivée du matériel et des soldats américains, la guerre a complètement basculé en faveur des forces alliées. En règle générale, il ne faut pas s'attirer les foudres des États-Unis. Oui, non. Ils n'ont pas perdu beaucoup de batailles hein, et de guerres. Non, c'est vrai, c'est vrai. Donc là, on voit également donc, les dernières chances. Donc là, c'est ce qu'on appelle la guerre tout azimut, en mars-juin 1918. L'armée allemande espère remporter la victoire avant l'arrivée en masse des troupes américaines. Comme dit précédemment, donc les Russes avaient capitulé, donc ils ont tout tenté, mais ça n'a pas suffi. Faut savoir que les forces allemandes avaient quelques commandos qui étaient capables de s'infiltrer profondément dans les lignes de défense alliées, mais à partir de juin-juillet 1918, le rapport de force était tellement à leur désavantage qu'ils n'ont pas réussi à gagner. Tout à fait. Voilà, donc batailles aériennes avec le fameux Baron Rouge et donc de von Richthofen et également l'As des As du côté français. Oui, je me bien. La route qui court sur les crêpes entre l'Inde et l'Est. Et là, donc bataille de Verdun, très célèbre, pas la peine de revenir là-dessus. La Veuvre, un peu moins connue, donc en janvier 1917, etc. Donc 1917, c'est également l'année où les États-Unis ont déclaré la guerre aux empires centraux, en avril, me semble-t-il. La guerre de Verdun, l'offensive allemande à Verdun, la bataille au niveau de la Champagne, de l'Artois, dans le Pas-de-Calais, et également toutes les offensives qui ont eu lieu en 1915. Il y a différentes vitrines sous les panneaux qui montrent différents objets. Derrière les soldats. Petite reconstitution. Ça, regardez ça. Bien sûr, c'est du miniature. On va te mettre les combattants de 1914-1915. Alors c'est sous vitre et c'est drôlement bien fait. Différents soldats de différents moments. C'en est fini pour le premier étage, enfin pour le rez-de-chaussée. Nous allons au premier étage.